Très bien, retour en plateau. Voilà, avec cette pause qu'on vous a souhaité profitable pour prendre un temps de respiration. On sait que dans le distanciel, c'est important de créer ces zones un petit peu d'oxygénation parce que le contenu, il est dense avec des intervenants passionnants et passionnés. Donc voilà, tout le monde a pris sa respiration, nos deux orateurs aussi, bien sûr, Madame Dex et puis Monsieur Berkes. Donc on va vous laisser toute la place parce que vous avez tellement de choses à nous partager. Et on rappelle qu'il y a un canal de chat, donc n'hésitez surtout pas. Abusez du canal de chat. Notre modératrice est là pour recueillir toutes vos questions par le canal YouTube et par le canal du Collégium Santé. Et on espère démarrer avec vos interventions à midi 5. On sent qu'on aura un petit décalage. Et puis bien sûr, on conclura la matinée avec une synthèse par Madame Fauveau et Monsieur Marie. C'est à vous, on reprend sur les expériences en France et au Québec. Groupe là. Parfait. Je vais repartager, par contre, ouais, super. Je suis en train de dire un doublon. Alors, je veux bien la slide juste d'après. Ouais. Alors, excuse-moi. Oups. Je me suis mis avec un double écran et du coup, le pilotage est... Okay. Alors, on reprend cette partie. On vous a donné dans la première des exemples de la manière à quoi ça pouvait ressembler un dispositif, une activité pédagogique auprès des étudiants en partenariat avec des patients enseignants, mais de vous montrer aussi comment on la construisait et qu'est-ce qu'il y avait comme point de vigilance à avoir du point de vue de la co-construction de cette activité. On pourra aussi voir, pour ceux qui sont intéressés, on pourra vous donner aussi de la littérature ou d'autres conférences à regarder en ligne dans lesquelles on vient plus en détail sur ces différents points, mais aussi comment on prépare la co-animation, comment on peut penser l'évaluation de ces activités-là. Là, dans notre deuxième partie, on va se demander c'est quoi les décisions stratégiques à prendre à l'échelle de l'institution quand on veut déployer ces pratiques-là. Parce qu'on sait que c'est une transformation culturelle. On sait que ça vient chercher les gens, c'est déstabilisant, ça vient jouer sur des représentations. Ou j'ai bien aimé dans l'exemple de Claude, le fait de dire, par exemple, certains médecins se sentaient protégés par la blouse. Donc, c'est intéressant d'entendre se sentir protégé, c'est qu'on se sent vulnérable dans certaines situations, alors que beaucoup de gens du public considèrent que les médecins sont rarement en difficulté ou rarement en vulnérabilité. Et que justement, des fois, à vouloir porter ces choses-là en disant qu'elles sont intrinsèquement positives, on ne se rend pas compte qu'elles déstabilisent aussi les professionnels de santé et que ça les met en difficulté. Et que l'objectif, c'est justement pas d'aller dans cette direction-là, parce qu'on sait que ça va entraîner des mécanismes de défense qui ne vont pas être au service du déploiement de ces pratiques de partenariat. Donc, pour vous donner un exemple, encore une fois, contingent de ce qu'on a pu faire à l'échelle d'une faculté sur une dizaine d'années, voici les principales décisions stratégiques, et puis on va discuter des impacts. Premièrement, on le sait que c'est toujours, souvent en tout cas, personne dépendant. Donc là, on s'est retrouvé avec un doyen, Jean Rouleau, qui était déjà cliniquement reconnu, c'était un cardiologue reconnu dans sa communauté pour être un clinicien compétent et valorisé par ses collègues. Donc, ce qui est important, parce que des fois, le partenariat est porté par des gens qui ne sont pas des pairs, et porté par des gens qui ne sont pas forcément ceux qui sont reconnus par la communauté du point de vue clinique. Donc, des fois, ce n'est pas problématique en soi, mais ça entraîne plus de défis parce qu'il va falloir justifier pourquoi, d'un point de vue clinique, c'est quand même aussi pertinent. Donc, ce n'est pas qu'une question de démocratie en santé, de santé publique, d'innovation pédagogique. Donc, ça n'empêche pas de le faire, mais ça, c'était un facteur clé de succès, d'avoir un clinicien reconnu comme doyen et qui porte le projet, et que c'était un doyen aussi, ça aide en termes de pouvoir d'agir. Et c'était aussi porté par un patient qui avait une expérience de vie avec la maladie très significative et difficilement contestable. Ce qui fait que ça aussi, ça aide. Parce que quand on n'a pas cet argument-là, on est obligé d'affronter ce qui est en train de nous être dit. C'est-à-dire, quand on est autour d'un comité de gouvernance ou d'une activité, que la personne nous met ça et qu'on sait qu'elle est pleinement dans sa position légitime, on est obligé d'adresser l'argument. On est obligé de se poser la question. On ne peut pas balayer ça du revers de la main de manière plus ou moins facile. Donc, Vincent Dumez, c'est un patient hémophile français qui a immigré au Canada dans son adolescence, qui a été victime de l'affaire du sang contaminé, donc qui a été contaminé par le VIH et puis par l'hépatite C, et qui a vécu toute sa vie avec ces 3 maladies chroniques et d'autres choses qui viennent en complément. Et de ce fait-là, et aussi dans des conditions de vie qui lui ont permis d'expliciter ce travail-là. Donc, un travail associatif important, un travail réflexif important sur son expérience. Et donc, on avait une personne capable de porter à un niveau stratégique ce genre de choses. C'est pas forcément courant non plus. Donc, il y a aussi des effets d'opportunité, comme on disait tout à l'heure avec Claude, il y a des rencontres. Et là, c'est la rencontre entre Jean Rouleau, qui un jour rencontre Vincent Dumez dans le cadre de la stratégie
des instituts de recherche en santé du Canada sur le partenariat avec les patients et qui dit, regarde, voici une stratégie de recherche en santé orientée sur les résultats pertinents pour les patients et il n'y a aucun patient qui a participé à ça. T'en penses quoi? Et donc, ça vient de cette rencontre où il y a un constat d'une absurdité qui est constaté par les deux et de partir dans cette direction-là. Donc, la dimension rencontre n'est pas négligeable. Donc, comme ça, on ne peut pas le faire advenir, on ne peut pas contrôler ce genre de choses. Par contre, on peut être attentif, on peut développer notre capacité à observer de manière plus vigilante toutes ces possibilités qui émergent, repérer ces personnes, les garder dans sa tête, leur écrire un petit courriel en disant j'ai vu que vous étiez super engagé là-dessus, c'est très pertinent, il n'y a rien pour l'instant qui se passe au niveau de l'institution, mais ça m'intéresserait qu'on reste en contact, parce que je pense qu'à un moment, il y aura des choses. Donc, comment garder ces liens avec les personnes qu'on croise et qu'on pense qui un jour seront capables de faire émerger ces partenariats. Donc, on peut quand même augmenter la probabilité que ces rencontres elles arrivent par une culture du réseau et aussi par une vigilance à ces opportunités-là. Deuxièmement, il y avait un ancrage dans une unité organisationnelle que j'appelle transversale, c'est-à-dire qu'on était au CEPIA, c'était le Centre de pédagogie et d'innovation appliquée aux sciences de la santé, mais en gros, c'était l'incubateur d'innovation pédagogique de la faculté. Donc, on se retrouvait à ne pas être pris en psychiatrie, en médecine générale ou autre, où on sait qu'il y a aussi des guerres de départements et de services, etc. Et ça a été un avantage. Ça a été un avantage sur le long terme. À court terme, des fois, on l'a vu par exemple avec Paris 13 à Bobigny, avec Olivia Gross, Rémi Gagnère, Thomas Sagné, etc. Eux, le fait d'avoir été ancrés au département universitaire de médecine générale, ça leur a permis de déployer fortement à l'intérieur d'un département des activités sur un grand nombre d'années, de manière exhaustive, etc. Parce que sur ce département, il y avait les conditions qu'il fallait. Mais c'était plus compliqué après de le faire dans d'autres directions ou dans d'autres départements. Donc, je vous le montrais en disant, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, mais la décision stratégique, nous, c'était d'être transversale pour cette logique à long terme. Et ce qui permettait aussi de ne pas me présenter le partenariat dans l'enseignement que comme un argument éthique et politique de démocratie en santé, de partenariat dans les soins, de collaboration interprofessionnelle, mais aussi d'un point de vue pédagogique en disant, pour réaliser notre mission de faculté, qui est de développer les compétences adéquates des professionnels de santé pour répondre aux besoins populationnels en matière de santé, un des leviers pédagogiques, c'est la participation des personnes concernées. Donc, on a été capable d'étudier, de faire des projets de recherche sur quel levier pédagogique ça représentait. C'était donc un argument qui, des fois, a eu un intérêt parce que quand on se place sur le point de l'objectivité scientifique et des sciences de l'éducation, dans un comité de programme de médecine qui, des fois, n'est pas entièrement sur cet axe-là, mais aussi très politique, on ne reste pas que sur l'acte politique et éthique qui, lui, est plus facilement discutable ou en tout cas qui peut être vu comme subjectif ou propre à des personnes. Mais se mettre sur un axe plus objectif et scientifique, ce n'est pas le seul, mais il peut être un des leviers, ça permet aussi des fois de couper court à certains freins qui vont être uniquement de l'ordre de qui le porte à l'intérieur ou parce que la personne n'aime pas trop les valeurs qui sont sous-jacentes et ça vient le chercher. Donc, au moins, on peut aller sur un autre terrain complémentaire. Une troisième décision a été celle, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais aller vite, mais le fait de se mettre dans une logique relationnelle et environnementale plutôt qu'individuelle. Donc, se dire, on va travailler sur les contextes et les contextes dans lesquels sont les professionnels plutôt que de se mettre dans une logique individuelle. Donc, pour traduire ça concrètement, c'est que dans notre discours sur le partenariat dans l'enseignement, on ne se centrait pas sur comment faire en sorte que l'étudiant X, Y, Z devienne un partenaire de soins. Comment développer son empathie en pensant que développer son empathie, ça suffit une fois qu'on le rend capable de ressentir davantage ce qu'il se passe dans cette situation et d'entrer en relation. Encore faut-il être dans un environnement permettant d'accueillir pleinement ce que va générer cette rencontre de l'autre. Et que ça développe un pouvoir d'agir sur l'injustice potentiellement qu'on est en train de voir ou sur l'inadéquation de la situation qu'on est en train de voir. Développer la capacité des étudiants à accueillir toute cette complexité humaine n'a de sens, en termes pédagogiques aussi, que si on leur donne la capacité ensuite d'agir sur l'environnement permettant de répondre à ce qu'ils ont vu. Donc, être dans le discours déjà, comment on fait en sorte pour ne pas individualiser le problème et le garder au niveau relationnel et au niveau des environnements capacitants. Ensuite, la logique, j'ai mis bottom-up, mais ça pourrait être opportuniste, c'est de dire, au lieu d'avoir un plan en disant les meilleures activités pour développer le partenariat d'enseignement, c'est ça, 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 et donc comment je déploie ça, la philosophie qui a été choisie, c'est de dire qu'est-ce qui émerge déjà de la part des soignants, des médecins enseignants dans la faculté, et ensuite on pense avec eux, on s'implique dès le début, on essaye de voir comment on peut développer le partenariat à l'intérieur de ça, plutôt que d'être en mode poussif.
On l'a fait sur certaines activités qui nous paraissaient importantes, du style les rapports de pouvoir et de savoir, mais la majorité du temps, c'est venu d'initiatives portées par des médecins enseignants, communiquées à l'interne ou lors du comité de programme ou dans d'autres conseils d'innovation pédagogique, et de se dire, bah, tiens, nous, ça nous intéresse de vous donner un coup de main là-dessus. Et vous qui connaissez le contexte, que vous soyez en IFSI, en IFPEC ou autre, ou en IFCS, c'est que les ressources, on n'en a pas tant que ça. Et donc, quand il y a quelqu'un qui vous propose de vous donner un coup de main pour réaliser une commande ou un projet qui est en train de se faire, en général, les gens, c'était plutôt réceptionner ça positivement qu'on leur propose notre aide. Donc, ça a été souvent l'occasion de transformer en cours de route une activité qui n'avait pas pour but d'être dans le partenariat, mais qu'on a pensé méthodologiquement avec eux dès le départ de cette manière-là. Je ne l'ai pas mis dedans, mais de manière aussi totalement opportuniste, c'est-à-dire que ça a émergé dans le temps, au sens pas forcément côté stratégique, mais au sens il y a une opportunité qui a émergé. Le bureau de l'éthique clinique a été composé d'acteurs qui étaient sensibles à ce discours-là, et rapidement, en fait, on a développé un partenariat qui a été littéralement une autoroute au déploiement du partenariat. Donc, l'éthique clinique, dans notre cas, en particulier parce qu'elle est reliée à la compétence du professionnalisme, a été un des vecteurs dans l'approche par compétences de développement et de facilitation du partenariat dans l'enseignement. Vous voyez, l'éthique narrative, l'éthique clinique, ça peut être un axe, en tout cas des acteurs envers qui, en tout cas, solliciter des rencontres et essayer de voir avec eux s'ils ont certaines sensibilités. La collaboration interprofessionnelle aussi, les relations interpersonnelles, le développement des compétences non techniques, etc. Aussi, il a fallu faire des paris. C'est là où je dis des actions indirectes. C'est qu'on s'est retrouvé, par exemple, à aider à mettre en place le bureau d'évaluation de la faculté de médecine, c'est-à-dire comment évaluer la pertinence des activités pédagogiques, de la compétence des enseignants, médecins, des programmes d'études, etc. Et même si nous, nos ressources, elles étaient pourtant dédiées à faire du partenariat dans l'enseignement, on a pensé que, du fait qu'en sciences d'éducation, on sait que c'est l'évaluation qui drive, enfin qui oriente beaucoup les comportements et l'intérêt et l'attention des étudiants, on a fait le pari stratégique de se dire, en se mettant dans la réflexion sur le développement d'un bureau de l'évaluation dans une faculté de médecine, ça va être le bon endroit pour être capable de penser cette évaluation en incluant d'autres personnes, notamment les patients. Et que de ce fait-là, on puisse avoir la participation des patients dans l'évaluation des étudiants en médecine. Ça, je pourrais vous donner des exemples si ça vous intéresse. Et les deux derniers points, qui fait écho à l'enjeu que je vous ai partagé tout à l'heure, le point de vigilance premier, c'était faire attention de ne pas faire aussi pour. Alors, c'est tant mieux si on fait avec les patients, mais si on fait avec les patients pour les étudiants, on n'est encore une fois pas cohérent jusqu'au bout et que les associations d'étudiants doivent elles-mêmes être impliquées là-dedans. Parce que, comme on l'a dit, par exemple, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, nous, on a pu les mettre en difficulté en tant que tel et des associations d'étudiants auraient peut-être été plus vigilants sur ce point-là que nous. Et enfin, vos détracteurs sont vos amis. C'est-à-dire que rapidement, nous, tous les gens qui étaient les plus virulents sur le sujet, on les a invités à tous nos comités, à toutes nos rencontres de travail, parce qu'en fait, on prenait pour acquis que essayer de détourner ou de déconstruire des choses qui, pour nous, la plupart du temps, n'étaient pas forcément des arguments rationnels, mais essentiellement affectifs et autres, on a considéré que c'est en apprenant à se connaître, à travailler ensemble, à trouver ces compromis ensemble, qu'on allait y arriver et qui nous aidait en fait à voir les angles morts de nos pratiques. Donc, ils nous ont rendus plus exigeants envers ce qu'on faisait. Et de cette là, rapidement, les deux personnes les plus vocales contre ça sont devenues un conseiller à notre direction et le deuxième est devenu le co-directeur de la direction collaboration et partenariat patient 4 ans après. Donc, quand je dis vos détracteurs sont vos amis, c'est que certains peuvent être même ensuite des alliés importants quand de ce fait-là, de leur point de vue et de leur perspective, ils comprennent à quoi ça sert. Et des fois, ils ne comprendraient pas nécessairement, et puis des fois, ça n'a pas de sens nécessairement. Mais c'est une pratique que je vous encourage, c'est de ne pas mettre beaucoup d'énergie à juste contourner ou mettre de côté ces acteurs-là. En fait, ils vous aident à être plus exigeants envers ce que vous faites. Et d'autant plus que, si je puis peut-être rajouter, c'est que souvent, ça permet aussi d'être beaucoup plus efficace parce que le temps, effectivement, qu'il faut mobiliser pour argumenter, pour convaincre, et ainsi de suite des détracteurs, finalement, ce temps-là, on sait tous, on manque tous de temps pour tout. Donc, à un moment donné, ce temps-là, il est beaucoup plus intéressant, effectivement, de le mobiliser dans l'action. Et du coup, effectivement, le fait de pouvoir faire participer justement ces détracteurs, en tout cas de les inviter, d'ouvrir et de ne pas fermer, ça favorise en plus, effectivement, une acculturation assez naturelle. Et ça, c'est un moyen, effectivement, de contourner des fois des difficultés. Parce que c'est humain aussi, à un moment donné, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, c'est vrai que la première réaction, c'est de dire non, moi, ça ne fonctionne pas, je suis contre ça, pour plein de raisons, effectivement, on n'avait pas le temps, ça va demander des moyens pas possibles, et ainsi de suite.
mais c'est souvent c'est des représentations sur lesquelles effectivement on peut travailler sans prendre le temps d'argumentation important, mais juste simplement en faisant participer, en faisant vivre même, en faisant vivre effectivement ce que l'on porte par ces personnes. Enfin, juste. C'est bien fait. La prochaine, elle est pour toi d'ailleurs. Ah non, c'est encore avant. Non. Ah ouais, tu peux la défiler au complet. En gros, c'est pour vous donner actuellement le cadre dans lequel ça se fait, c'est que la finalité, c'était un débat pendant longtemps, mais c'était vraiment important de le rappeler d'ailleurs. La finalité, c'était de former des médecins compétents. La finalité, c'était pas d'avoir des patients enseignants dans une faculté de médecine. C'était un moyen pour arriver à la fin qui était d'avoir des médecins compétents. Si on se retrouve à confondre les finalités et les moyens, à se dire c'est génial, j'ai 450 ou 600 patients enseignants dans ma faculté, c'est pas une fin en soi. Ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs en soi. Ça a certains intérêts, mais c'est pas forcément celle qu'on cherche. Parce que ce qu'on veut savoir, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit, avec les bonnes expériences au bon moment pour développer ces compétences-là. Donc l'important qu'en termes de vision, ça ne devienne pas quelque chose de désirable en soi. Comme, par exemple, je vais vous dire l'horizontalité, la fameuse holacratie, l'horizontalité dans les organisations. Si elle permet un rapport émancipé au travail, si elle permet de diminuer certaines violences au travail, c'est possible, mais désirer l'horizontalité pour l'horizontalité, c'est un moyen. C'est qu'on considère que dans les organisations moins hiérarchiques et plus horizontales, ça permet d'autres types de relations humaines. Mais par contre, c'est bien les autres types de relations humaines qu'on vise. Pas forcément le fait d'avoir quatre personnes responsables de l'horizontalité dans l'organisation. Il faut que l'indicateur soit bien associé. Je dis ça parce que souvent, on en arrive à des textes où on dit je suis une institution pionnière et d'avance parce que j'ai X patients enseignants. Intéressant, ça veut dire que vous avez mis les moyens en place pour essayer. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est arrivé à la fin qu'on cherche en tant que société et en tant qu'institution. Ce que ça prend, par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que de la même façon que ça prend d'intégrer les patients tout de suite en amont quand on pense une activité pédagogique pour la faire avec eux, ça prend aussi de penser la faculté, la vie facultaire et l'organisation facultaire avec eux pour que ça soit plus facile de faire du partenariat dans l'enseignement. Donc nous, il y a eu des patients ressources qu'on appelle, c'est-à-dire des patients qui ne sont pas là dans une activité pédagogique, mais qui sont ressources dans l'institution pour discuter autour du comité de programme de médecine, de son évolution, de sa réforme, des décisions qui sont structurantes à la place sur l'évolution des critères d'admission, sur l'évolution de l'évaluation, sur l'introduction des écosses, par exemple, à l'époque. Donc, ces examens pratiques qui permettent d'observer en contexte les compétences des étudiants plutôt que uniquement, par exemple, comme les ECN ou un questionnaire à choix multiples, etc., mais vraiment en pratique. Qu'est-ce que ça entraîne? La participation de ces patients en ressources à ces comités de manière non pas ponctuelle et invitée sur les sujets, mais invité comme membre permanent du comité de programme de médecine, par exemple. Ça a un rôle symbolique fort déjà. Vincent Dumez a été le premier professeur au Québec, au Canada en fait, a été embauché comme professeur dans une faculté de médecine sur la base de ses savoirs expérientiels de la vie avec la maladie. Pas de ses savoirs ou d'un doctorat dans le domaine ou de quoi que ce soit, mais à la base de ça en disant ses compétences et ses expériences constituent quelque chose de pertinent pour que notre faculté de médecine réalise sa mission qui est de développer ces compétences-là. Donc, plein de gestes symboliques comme ça qui peuvent aider déjà à la disposition. Ça aide parce que si vous faites venir, vous dites à Claude, « Hey Claude, on a une discussion samedi prochain, enfin samedi ça ne marche pas, mardi prochain, à telle heure, entre 14h30 et 15h15, et tu viens pile là parler du sujet », ce n'est pas la même chose que si Claude est une membre permanente du projet et que de ce fait-là, elle a entendu les discussions en amont, elle sait toutes les dynamiques de tension identitaire, politique et ce qui se passe à l'intérieur et qu'elle va donc être capable de manœuvrer à travers tout ça pour faire advenir ces activités. Donc, au point de vue de la gouvernance, ça prend aussi d'y aller justement en amont du point de vue de la structuration de notre façon de voir l'éducation. Au niveau de l'enseignement, là, le plus important, c'est justement pas justement ce nombre de patients formateurs, mais c'est surtout la dernière ligne que vous voyez, qui est de dire, ça prend en place, si on veut faire ça à une certaine échelle, dans une faculté, ou en tout cas entre institutions de formation, d'avoir un accompagnement méthodologique. Parce que justement, souvent, si on met ça uniquement sur les épaules des médecins enseignants ou des infirmières enseignantes, des cadres enseignants, au bout d'un moment, ça peut faire beaucoup. De ce fait-là, c'est important, surtout en termes de charge mentale. Ce n'est pas tant que ça prend du temps en termes de temps de travail ou d'investissement en plus que si on l'aurait fait pour une autre activité. C'est qu'on y pense et on a peur de faire mal, on a peur de se tromper. Et que s'il y a quelqu'un qui aide à coordonner ce projet-là et qui est là pour pour fixer les réunions, pour organiser le travail, s'assurer que tout le monde partage la même vision, etc., ça facilite. Donc, dans la plupart des institutions qui l'ont développé, il y avait des personnes en soutien méthodologique pour ces activités-là.
Quand c'est compliqué et qu'on n'a pas les ressources dans une institution, on peut aussi se mutualiser entre plusieurs institutions, entre plusieurs IFSI, entre plusieurs IFPEC, entre plusieurs facultés de médecine, etc. Donc en Bretagne, par exemple, nous, c'est la structure régionale d'appui, qui est le CAPS Bretagne, qui met à disposition deux chargés de mission, donc moi et une patiente enseignante, une patiente partenaire qui, dans ce cas-là, fait le rôle de patiente enseignante qui est avec moi au quotidien, et on accompagne d'autres institutions de formation sur le territoire à réaliser ce type d'activité. Donc, les institutions ne payent pas en tant que telles le service, parce qu'on est payé par l'ARS, mais on peut accompagner l'ensemble des acteurs sur un territoire sur ces sujets-là. Donc, ça peut être aussi de la mutualisation des ressources. Mais la plupart du temps aussi, ça permet aussi de les évaluer. Parce qu'on va peut-être la faire, mais dans beaucoup de cas, on oublie de l'évaluer pour savoir si ce qu'on fait, c'est la bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on a les bons patients au bon endroit, que les étudiants sont contents, etc., que ça développe réellement les compétences qu'on attendait. Donc, il faut être capable aussi d'évaluer le dispositif. Je m'arrête là. On ne l'arrête pas, Alexandre. Et du coup, effectivement, le petit résumé enfin, c'est juste Alexandre, Oui. hein, le résumé de ce que tu disais, hein, que effectivement, dans cet exemple-là, bah oui, on avait des actes symboliques et des leviers stratégiques importants, et notamment que l'on remarque, donc ces patients qui participent à la sélection des étudiants en médecine, les patients qui participent aux réflexions et décisions de la gouvernance de la faculté, hein, que ce soit au niveau de l'admission, de l'évaluation, des agréments, des réformes des programmes, etc. Les patients, effectivement, qui peuvent être des formateurs légitimes et crédibles, autres, effectivement, que les contributions, que les témoignages. C'est vrai que c'est ce qu'on, au niveau des établissements de formation, au niveau, souvent quand même, en tout cas, la participation ou l'implication, effectivement, des patients partenaires, elle est souvent de l'ordre du témoignage, beaucoup en tout cas. On a beaucoup d'expériences qui portent sur le témoignage. Alors le témoignage, effectivement, est un outil pédagogique formidable, mais on peut, je crois qu'on a essayé de le montrer, voir qu'on peut faire encore autrement, autre chose, et aller au-delà, effectivement, de ces activités, enfin de la mobilisation, effectivement, des patients partenaires sur du témoignage. Les patients peuvent aussi évaluer les compétences d'un étudiant en médecine, hein. Dans les exemples, on n'a pas parlé de la partie évaluation, mais on aurait pu aussi en discuter. Il y a quand même de plus en plus d'endroits, dans le cas des écos, ainsi de suite, où on peut justement, les patients peuvent évaluer les compétences, et Alexandre a effectivement aussi pas mal amené notamment l'évaluation des compétences relationnelles et ainsi de suite, pour lequel il peut être intéressant et pertinent de pouvoir travailler et intégrer du coup des patients partenaires sur ces évaluations-là. La remise des sarraux, effectivement, on en a parlé tout à l'heure avec notre fameuse blouse blanche. Alors, on avait envie de vous proposer, on va voir comment ça va être possible à un moment donné, justement, peut-être un petit peu une activité, ou en tout cas de lancer un peu le questionnement, de voir quelles questions stratégiques on pourrait se poser ensemble, hein, sur la question du partenariat avec les patients et les aidants dans l'enseignement. Donc effectivement, il y a le chat, il y a l'adresse mail. Peut-être que on aura envie de vous lancer effectivement une première question qui pourrait être à un moment donné pour vous tous, on est là tous ensemble depuis 9h30 ce matin. Pour vous, effectivement, peut-être, quelles seraient les raisons pour lesquelles vous vous engageriez justement dans le partenariat avec les patients dans le cadre de vos activités d'enseignement? Alors, on va voir si c'est possible, mais ça serait, je pense, intéressant qu'à un moment donné, on puisse interagir là-dessus en lançant au moins cette première question. Donc là, on fait appel à la régie. Nous sommes sur le pont et la question est lancée aux internautes et on les laisse en effet aller plus en avant pour rebondir sur cette ouverture. Pour vous dire, on vous laissera la diapositive dans laquelle on a mis toutes les questions qu'on pense importantes à se poser, qui est celle d'après, mais qu'on ne vous montre pas au complet tout de suite. Et donc, toutes ces questions, on pourra aussi les discuter en partie par écrit, certaines, mais vous les aurez toutes. Là, Claude vous en donne une, il y en a à peu près 7-8 qui suivent. Ouais. Il y a déjà des éléments? Pas encore. Voilà.
J'en profite pour un complément sur l'autre, hein. Sélection des étudiants en médecine, juste pour vous dire, ça voulait dire aussi, l'Université de Montréal, il y a des mini-écoles, donc il y a des espèces de mise en situation à l'entrée qui fait que les étudiants arrivent dans un grand espace dans lequel ils vont devoir faire 5 ou 6 mises en situation et être observés par 2 médecins et un patient enseignant. Et on va les mettre dans des situations du style, il y a un acteur, c'est votre sœur, elle a 15 ans, elle vous annonce qu'elle est enceinte, vous faites quoi avec ça? Et donc, c'est pour aller évaluer une partie des compétences complémentaires, notamment relationnelles, qu'on ne voit pas dans les dossiers de candidature classiques très scolaires. Et donc, il y a des activités qu'on appelle des mini-entrevues multiples, où les étudiants doivent passer à travers celles-ci pour compenser, par exemple, des notes qui sont moyennes scolairement, mais qui seraient compensées par des fortes habiletés relationnelles, ou inversement, des gens très forts scolairement, mais qui ont des problèmes relationnels. Et donc, ça permet de faciliter la sélection des étudiants à l'entrée de médecine. Vous souhaitez? Oui. Allez-y. Oui, sur les écos. Enfin, en tout cas, pas forcément sur les écos, mais sur la sélection des étudiants, là, où on a mis en place cette année avec la réforme les premiers oraux de sélection en médecine, hein, qui c'est quelque chose de national. Chacun a fait différemment dans toutes les facultés. Certains ont choisi des oraux, des petits oraux, effectivement, comme vous avez décrit, avec une dizaine de situations différentes. Nous, on avait choisi 2 oraux de 20 minutes chacun. L'année dernière, un des séminaires du Collégium était sur la réalisation et la pratique des oraux dans le cadre de l'évaluation des étudiants ou de la sélection des étudiants. Donc je pense qu'on est tout à fait dans cette dynamique. Après, c'est extrêmement lourd à organiser par rapport à un concours comme on avait l'habitude d'avoir de type QCM, où effectivement, au moins la correction est relativement simple, alors que là, ça nécessite un nombre d'enseignants, de patients, en tout cas de membres de jury relativement important. Donc oui, mais pas facile à mettre en œuvre. En fait, on fait un pari dans ce cas-là, c'est qu'on considère qu'on fait ça parce que l'impact sociétal et dans le système de santé d'étudiants qui sont passés et qui n'étaient pas les étudiants les plus adéquats pour être des professionnels de santé adéquats, on considère que l'impact qu'il a sur la société et le système de santé est tellement important que ça vaut le coup d'investir ces ressources-là. C'est ça le pari qu'il y a derrière. Après, il faut être capable de le mesurer. Et il faut être capable de voir si réellement l'utilisation de ce type de mécanisme d'identification de sélection complémentaire permet réellement de filtrer des personnes qu'on considère par la suite ou qu'on sait qui vont être plutôt problématiques ou à l'origine de plein de problématiques relationnelles avec les patients et autres. Et actuellement, on fait des projets de recherche pour voir si justement les notes à l'entrée aux mini-entrevues multiples et scolaires prédisent les enjeux éthiques de pratique qu'on voit chez les étudiants en stage, en internat et ensuite dans la pratique. Alexandre, concrètement, vous, par exemple, si vous avez sélectionné un peu vos étudiants en médecine, je suppose, dans la partie Bretagne, quelles sont les modalités que vous avez mis en œuvre? Parce que je vais être un petit peu provocateur, mais en fait, on a l'impression toujours que ces nouvelles formes pédagogiques descendent d'en haut, si je puis dire, d'un ministère qui nous donne ce que vous avez présenté d'ailleurs dans la première partie, qui nous donne des injonctions finalement, avec finalement parfois des moyens assez limités. Vous, comment vous avez décliné par exemple, je dirais, ces injonctions de nos tutelles pour les rendre finalement, je dirais, compréhensibles, acceptables, et qu'on ait aussi, comment dirais-je, l'accord, l'adhésion des personnes, ce que je pense que nous, on n'a pas forcément toujours fait quand on est sur Tours, parce qu'on est pris par des complexités qui font qu'on est plutôt dans une réflexion de mise en place de planning, hein, on y va, hein, allez hop, il faut caser, mais pas toujours dans une démarche de sensibilisation en fait. Et comment on fait pour obtenir l'adhésion face à des réformes un peu qui des fois entre guillemets, nous tombent un petit peu dessus, si je puis dire. Alors, juste pour vous dire, donc en Bretagne, là, le cas de la sélection vraiment en entrée de médecine, c'est pas le cas, parce qu'en France, ça fonctionne pas de la même manière du fait de la première année. Donc, on n'a pas pu le mettre en place. Là, c'était l'expérience vraiment montréalaise que je vous parlais. En Bretagne, pour les Écosses, là, on peut plus en parler, mais l'objectif, c'est de dire, tant qu'on le gère de manière centrale, en fait, on n'est pas très habitué, on n'a pas beaucoup d'expérience à gérer des choses collectivement. On n'est pas très bon là-dedans.
parce que l'école nous y prépare pas, parce que notre métier, la plupart des métiers en France nous y préparent pas, parce que la vie sociale valorise pas tant que ça ces pratiques collectives-là. Et de manière disproportionnée, beaucoup de patients, notamment ceux qui ont les compétences qu'on cherche, et donc notamment des gens qui travaillent beaucoup en logique collective, eux ont de manière disproportionnée ces compétences-là et ces logiques-là. Mais on peut s'inspirer justement de ça. Et quand on est doyen ou vice-doyen ou directeur d'un département d'innovation pédagogique ou qui s'occupe de ça, l'enjeu, c'est que justement, on a appris dans notre métier ou à l'école que quand on a un problème, on se regarde, on se dit comment je vais gérer ça et on prend la responsabilité sur nos épaules à nous tout seuls ou à partir d'un ou deux collègues qu'on a là. Mais on a du mal à se dire, si je suis en difficulté et si c'est un projet complexe, justement, je dois le collectiviser le plus largement possible. Et en fait, on va le porter ensemble. Parce que déjà, je vais pouvoir capitaliser et mutualiser sur une quantité de puissance d'être, d'énergie au quotidien, d'attention et autres qui est largement démultipliée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert à des collectifs. Par exemple, on l'a dit tout de suite, on a été chercher la communauté des patients enseignants à l'échelle de la Bretagne, et notamment à travers plusieurs associations, mais aussi ceux avec qui on travaillé dans le temps, et des médecins enseignants en disant qui veut porter le projet avec nous. Parce que si c'est juste, par exemple, à Florence Lejeune, la médecin qui est responsable de ça, de porter à elle toute seule toute cette logique collective, penser qui allait chercher, etc., et puis s'assurer qu'il n'y a pas d'instrumentalisation des patients, être capable de répondre à tous les arguments qu'on va lui donner, elle n'a aucune chance. Et donc, elle va vite mettre ça de côté en se disant non, je vais faire les écosses bien traditionnelles, la manière qu'on m'a dit de faire, puis déjà, je vais suivre ça et ça sera déjà très bien. Donc, la première chose qui a été, mais ce qui n'est pas une disposition naturelle, c'est d'ouvrir à ça. Et souvent, ça s'ouvre parce que vous êtes avec des gens qui ont cette culture-là. Donc, des fois, c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est de dire, c'est souvent déjà en fréquentant et en travaillant et en pensant avec un collectif dans le partenariat dans l'enseignement, c'est-à-dire avec déjà des patients et des personnes concernées, qu'on va pouvoir être plus disposé à déjà collectiviser ces questionnements-là et à les résoudre ensemble. Donc ça, c'est déjà une question plus de rapport à, juste pour vous donner. Du coup, qui nous vient des internautes. Alors, je me fais le relais donc de cette question-là, qui rejoint la notion de partenariat dont que vous avez évoqué, puisque vous évoquez des partenariats entre des patients enseignants notamment et des instituts ou des facultés, en tout cas des organismes de formation. Et puis là, dans la question qui est posée, elle fait le lien avec les partenariats avec les établissements de santé, et notamment le fait de travailler le projet de soins du patient avec le patient enseignant. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est toute cette partie de conceptualisation dans laquelle on intègre ce partenariat patient-enseignant. Mais au-delà, vous évoquiez à juste titre le passage à l'action pour l'étudiant. Et dans ce passage à l'action, quid de la place du patient enseignant sur les terrains de stage, notamment de nos étudiants. Claude, je te laisse répondre à ça. Alors, ça c'est presque, je dirais, si j'avais une baguette magique, effectivement, j'avoue, je trouverais très intéressant que justement l'ensemble de ces acteurs, hein, effectivement, que ce soit l'enseignement, que ce soit les établissements, puissent à un moment donné, et là c'est pour, ça illustre, je pense, et ça vient renforcer ce que disait Alexandre, c'est effectivement ces collectifs, c'est à un moment donné, alors c'est vrai qu'on est un peu aussi, c'est notre système qui veut ça, on est un peu cloisonné en silo et ainsi de suite. On a effectivement des établissements qui s'occupent de la formation, des établissements effectivement de soins qui s'occupent effectivement de prendre en soin et ainsi de suite. Mais tout ça est mêlé en fait. Tout est mêlé, effectivement, nos politiques de santé, comme vous le précisiez tout à l'heure, qui peuvent être descendantes, ainsi de suite, mais tout est mêlé, en fait. Et effectivement, moi, j'avoue que je trouverais extrêmement intéressant à un moment donné que sur des territoires, oui, on puisse à un moment donné organiser justement ces collectifs pour réfléchir tous ensemble à un moment donné comment d'un point de vue effectivement stratégique, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre tous ensemble pour que qu'on n'agisse pas effectivement chacun dans notre coin, parce que oui, effectivement, on forme des étudiants
qui à un moment donné vont se retrouver dans des lieux de stage ou des lieux d'exercice, et que si, et c'est ce que précisait Alexandre au début de l'intervention, que si à un moment donné on les met en situation de développer certaines compétences qu'ils ne peuvent pas, ou des situations effectivement de soins qu'ils ne retrouvent pas sur leur lieu de stage, c'est fort, c'est effectivement, c'est presque pas pertinent en fait. Donc, je crois que les collectifs, effectivement, peut-être à réfléchir et à créer, c'est des collectifs de manière assez grande, et peut-être je crois que, enfin, ça le montre effectivement aujourd'hui, la thématique de cette journée. Vous êtes quoi? On est 70, il y a 70 participants, donc déjà on a un collectif en fait qui est déjà effectivement dans une réflexion sur la question du partenariat, et que c'est déjà effectivement un premier collectif, et sur lequel je suis persuadée effectivement qu'un certain nombre de personnes auraient certainement envie à un moment donné de travailler ensemble et de se regrouper pour aller questionner et continuer à avancer sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai. Mais on le remarque en fait, hein, on a quand même sur le terrain, sur le territoire, en France, il y a de plus en plus, et effectivement, c'est un des points qu'on a posé sur notre présentation, mais qu'on passera, c'est qu'il y a quand même de plus en plus effectivement de collectifs qui existent, alors qui sont identifiés ou pas, mais en tout cas qui existent, de collectifs effectivement de patients partenaires, de professionnels de santé, de professionnels de l'enseignement et ainsi de suite, qui à un moment donné se regroupent pour travailler ces questions et pour essayer à un moment donné de mutualiser aussi, parce que en fait il y a un certain nombre d'expériences qui sont ou d'expérimentations qui sont mises Une petite en coupure place technique. à différents endroits, et finalement ces expérimentations elles peuvent être intéressantes de les mutualiser, en tout cas voilà, de les partager pour pas refaire quelque chose qui a déjà été fait en fait, et plutôt effectivement essayer de s'adosser et de peut-être s'appuyer sur des choses qui ont déjà été tentées, sur lesquelles on a déjà effectivement vu peut-être les limites ou les points de vigilance et ainsi de suite, et du coup de pouvoir effectivement s'asseoir, enfin, utiliser ces ressources-là qui existent, plutôt que de refaire quelque chose qui finalement, à l'arrivée, on va refaire peut-être la même chose alors que ça a déjà été construit quelque part. Pour illustrer ça, effectivement, par exemple, Savoir Patient, ces derniers temps, notamment dans le cadre de l'implication de patients partenaires dans le cadre de l'enseignement, notamment dans les IFSI, a mis en place un accompagnement justement pour travailler justement les projets en mode partenarial. Et c'est vrai que le fait effectivement de poser une méthodologie, en tout cas de proposer une méthodologie au sein d'un établissement, même si au départ, effectivement, l'acteur le cadre formateur, par exemple, d'un IFSI qui a envie de se lancer sur ce projet-là, le fait d'avoir effectivement travaillé ensemble une méthodologie effectivement de projet, on se rend compte que derrière, cet acteur-là, il est en capacité aussi de le porter et de le diffuser au sein de son établissement. Et ça, c'est primordial en fait. C'est primordial. Parce que des fois, c'est une personne au départ, mais en fait, cette personne, à partir du moment où elle a fait l'expérience d'eux, est en capacité aussi de pouvoir accompagner du coup ses collègues pour mettre en place des choses assez similaires. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ça me paraît important. Alexandre, vous souhaitiez intervenir, mais sinon on a une autre question de nos internautes. Donc, allons-y avec une autre question. Oui. Alors, une autre, qui est peut-être plus une remarque et qui concerne peut-être pour certains, en tout cas de nos internautes, quelques leviers pour peut-être, avant de parler de patients enseignants, de parler de la place des usagers, y compris au sein des instituts de formation, et notamment servant du levier des instances, et notamment pour les IFSI, concernant l'instance compétente
pour l'organisation des orientations générales. Donc la fameuse ICOGI, dans laquelle on a, alors on ne retrouve pas forcément d'emblée nommé la place de l'usager, mais en tout cas, dans ce que souhaitent relever certains internautes, le fait que dans ces instances-là, on puisse y inviter des personnes qualifiées. Et donc, certains instituts ont saisi l'opportunité d'y intégrer des usagers. Et du coup, ça les fait réagir, ça fait réagir en tout cas nos internautes en disant que peut-être ça peut constituer un levier. Comme également peut constituer aussi un levier de ces partenariats à venir avec patients experts, patients enseignants, les projets d'établissement qui sont en réécriture, les projets d'institut, en tout cas pour la région centre, qui vont être en réécriture en 2022-2023. Et si on revient dans ce qui nous est noté, si on revient sur les établissements, les certifications également HAS des établissements. Voilà, donc quelques leviers qui, au regard des éléments de nos internautes, laissent poindre des partenariats à venir. Claude Dex, par son non-verbal, voilà, a quelques éléments. Alors, c'est surtout parce qu'en fait, Merci c'est intéressant et c'est très, très intéressant puisque du coup, voilà, notamment ces leviers, quelques-uns enfin, en tout cas, les leviers dont font part les internautes, ça fait justement partie des leviers que nous avions, nous, identifiés et que nous avions effectivement à vous proposer. Donc, c'est intéressant que je trouve ça vraiment chouette, moi, que ça ressorte là. Et donc, parce que du coup, d'ailleurs, peut-être qu'on peut y aller. On avait, nous aussi, effectivement, essayé c'est important à un moment donné. On sait qu'il y a un certain nombre de freins. Nous, on a plutôt envie de parler de défis, en fait, qui s'offrent à nous. Et justement, de pouvoir aussi poser les leviers sur lesquels on peut peut-être s'appuyer pour favoriser, effectivement, le déploiement du partenariat avec les patients, notamment dans l'enseignement. Donc, du coup, peut-être qu'on va... je reviens... Ouais, du coup, voilà, Encore une dizaine de peut-être... minutes. C'est pour ça. Donc, alors, juste effectivement, on va partir sur les leviers. Comme ça va, je pense, compléter les premiers, enfin, en tout cas, les premiers leviers qui ont été partagés. Et je suis persuadée et convaincue que tous n'ont pas été partagés. Donc, un certain nombre, effectivement, de leviers que nous avions identifiés, ou en tout cas que nous avions envie aussi de vous partager. Et là, effectivement, ça fait le lien avec la question, justement, des usagers, des représentants d'usagers au sein des établissements. Donc oui, c'est clair que les mouvements de démocratie, effectivement, sanitaire sont aujourd'hui, enfin, ce mouvement-là, on a un contexte général qui est quand même assez favorable. Donc cette démocratie en santé qui à un moment donné se développe de plus en plus de différentes manières, l'émergence aussi de la considération de l'expérience des patients et des pratiques de partenariat usagers professionnels dans les établissements, que ce soit effectivement autour de l'éducation thérapeutique, la pérédance, tous les travaux, tout ce qui est mené effectivement dans le cadre de la qualité de la sécurité, c'est vraiment un vivier fort et de leviers importants qui vient favoriser l'émergence de pratiques de partenariat. La politique nationale à la santé 2022, effectivement, l'a posée et a intégré l'expérience des usagers voilà, comme un enjeu fort. Et effectivement, la Haute Autorité de Santé, et ça a été effectivement précisé, la nouvelle certification 2020, dont un de ses axes prioritaires est quand même l'engagement patient. Donc voilà, un gros volet qui demande qui demande beaucoup et un accompagnement finalement assez intéressant.
sur ce volet-là. Le service de l'engagement des usagers et du conseil de l'engagement des usagers, donc au sein de la Haute Autorité de Santé, et notamment l'élaboration d'une recommandation nationale. Donc peut-être Alexandre pourra nous donner un peu plus de détails. L'élaboration d'une recommandation nationale qui est intitulée « Faciliter l'engagement des personnes au service de leur santé, de leurs pairs et des organisations ». Donc ça montre aussi une volonté institutionnelle à un moment donné d'accompagner aussi l'émergence du partenariat avec les patients sur l'ensemble de notre système de santé. Alexandre, je te laisse prendre la suite. Partage la parole. Justement, donc on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui, du point de vue de l'éducation et de vos contextes en particulier, peuvent être des leviers qui, au-delà de l'échelle sociétale, de ce qui se passe dans les établissements de santé, peuvent vous aider au développement de ces pratiques. On l'a dit, notamment l'approche par compétence, ça a été rappelé par le doyen. Justement, le fait de ne plus être dans une logique de diplôme, où on dit venez suivre 70 heures de cardiologie, et puis de ce fait-là, en gros, et puis si vous avez l'examen, c'est-à-dire que vous êtes compétent de ce point de vue-là, mais qu'on passe dans une logique de compétence et dire non, on s'attend à ce qu'un étudiant de 5e année face à telle situation clinique soit capable de faire ça, et son examen, ça sera une mise en situation de cela. Tout ça, le simple fait de se réancrer dans le clinique, de se réancrer sur la compétence, permet de créer un contexte épistémologique, c'est-à-dire de ce qu'on considère comme étant des connaissances valables et intéressantes pour faire ce qu'on a à faire. Les savoirs expérientiels regagnent justement en intérêt, parce que quand on est dans une culture par diplôme, justement, on va avoir tendance à privilégier les patients qui ont un doctorat en sciences de l'éducation, qui ont un master en éducation thérapeutique, etc., etc. On retombe dans le même travers en prenant acquis que se former ou de suivre un diplôme de quelque chose veut dire qu'on est compétent dans la chose, ce qui n'est pas forcément le cas. Ça augmente la probabilité, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité systématique. Et que de ce fait-là, revaloriser ça pour les soignants, ça permet de revaloriser ça du côté des patients. Donc, c'est plus facile d'avoir après un discours de valorisation des savoirs expérientiels et des compétences des personnes qui ont une expérience significative de la vie avec la maladie quand on est dans ce paradigme-là. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut l'investir pleinement, notamment dans le cas, on l'a dit, des Écosses. Il y a une recommandation qui devrait sortir prochainement. Elle a déjà tourné un petit peu elle n'a pas été publiée, mais on sait qu'elle est écrite. Le groupe de travail qui l'a formalisée, ça fait 2 ans qu'ils l'ont formalisée, 1 an et demi, 2 ans. Il va y avoir une recommandation nationale de la conférence des doyens de faculté de médecine sur le partenariat dans l'enseignement, en tout cas sur l'engagement des usagers ou des patients, je ne sais plus si c'est usagers ou patients, dans l'enseignement. Donc, vous voyez que même institutionnellement, il y a un suivi, il va y avoir un intérêt, une valorisation de ces pratiques qui peut aider, qui est un levier. Ça ne suffit pas, mais on sait que ça va être un levier. On redit encore une fois, c'est davantage des collectifs de soignants, enseignants et de personnes concernées qui vont porter ça au quotidien et faire en sorte que ça arrive, plutôt qu'une approche d'attendre que ça tombe en termes de ressources et de valorisation du point de vue institutionnel. Il y a aussi de nombreuses formations, par contre, qui émergent pour aider à le faire. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a des dizaines et des dizaines en France. Il y a des diplômes universitaires, des diplômes interuniversitaires, des diplômes d'établissement, des attestations d'études universitaires, dont l'objectif, ce n'est pas tant ça, les connaissances que vous allez y développer, mais rencontrer d'autres soignants ou patients intéressés au sujet, motivés au sujet, et aussi, surtout, la plupart de ces programmes, la moitié des heures d'enseignement, c'est des heures d'accompagnement d'un projet d'expérimentation du partenariat dans votre contexte d'institut. Donc l'avantage, c'est que c'est l'occasion pour moi, je trouve, d'avoir du service conseil de personnes expérimentées en payant uniquement des frais universitaires à 150 ou 500 euros, plutôt que il n'y a pas encore de boîte de conseil sur le sujet, mais ça pourrait émerger. Et que de ce fait-là, ça permet, dans un encadrement universitaire pédagogique, d'être avec les bonnes personnes pour expérimenter des choses dans votre contexte et d'avoir 50, 60, 70 heures qui sont consacrées juste à ce travail-là. Et ensuite, on a déjà dit la présence de plusieurs collectifs qui existent, mais dont Savoir Patient, mais il y en a d'autres aussi, comme le Collocof, l'Union francophone des patients partenaires, et il y en a plus. Voilà. Et du coup, effectivement, juste vite fait, un petit retour en arrière, mais parce que je pense que c'est aussi des questions qui se posent, la question, enfin, des freins qui sont plutôt pour nous des défis et des points de vigilance à avoir. Alexandre, effectivement, en a parlé. C'est vrai que souvent, du coup, les projets, ils sont adossés à des acteurs engagés, et que oui, il peut y avoir un épuisement, notamment des ressources, que ce soit
les professionnels comme les patients aidants partenaires, et que du coup, c'est important à un moment donné aussi de penser, comment est-ce qu'on va chercher où est-ce qu'on va chercher les ressources, comment est-ce qu'on va les chercher, et aller effectivement les chercher pour pas tout le temps que ce soit effectivement que ça soit adossé, que ça soit, on va dire, ça parte toujours des mêmes personnes, parce que effectivement, forcément, ça peut être, ça peut faire assez rapidement capoter les projets. Donc, du coup, voilà, la mutualisation aussi va permettre à un moment donné de pouvoir naturellement faire gonfler les ressources disponibles du point de vue des professionnels, du côté des professionnels comme des patients aidants partenaires. Alors bon, la symétrie des exigences, Alexandre en a parlé tout à l'heure, envers les patients aidants partenaires versus les professionnels enseignants. C'est vrai qu'on parle de compétences et que bien souvent quand même une des questions que l'on retrouve, c'est à un moment donné, on veut un patient, partenaire, formateur, enseignant qui a des compétences pédagogiques, relationnelles, qui est formé à la pédagogie, et ainsi de suite. On peut se poser la question, c'est est-ce que finalement on va rechercher les mêmes types de compétences aussi chez des professionnels de santé qui vont effectivement enseigner dans un cours à la faculté de médecine? C'est pas sûr qu'on s'en assure tout le temps. Voilà, c'est peut-être un point pour titiller, mais voilà. Donc il faut être quand même assez vigilant aussi du niveau d'exigence que l'on peut avoir pour les patients aidants partenaires. Et là, c'est toujours pareil, hein, faire ce lien sur toujours ces questionnements sur mais c'est pourquoi faire, quel rôle, de quelle mission, et du coup de quelles compétences effectivement attendues. Ça va forcément avoir un impact sur ces exigences que l'on peut poser. La question de l'instrumentalisation, j'y reviens pas. Alexandre en a parlé tout à l'heure. On parle de attention, effectivement, que ce soit pas à un moment donné, on intègre, on implique des patients parce que effectivement il y a une injonction qui arrive et que du coup, on les a, ils sont là, mais finalement ils n'ont pas trop droit effectivement à la parole. Ça pourrait être une problématique. Ça serait surtout fort dommage du coup pour la dynamique. Vos propos font réagir les internautes, donc on laisse la parole. C'est cela. On poursuit avec les internautes, justement, ce qui fait le lien, Madame Dex, avec ce que vous venez d'évoquer, sur la question de l'évaluation et de l'intégration, effectivement, des patients enseignants dans le cœur du réacteur concernant l'évaluation, qui est, on le sait tous, un sujet sensible. Donc, est-ce que vous avez une illustration à donner quant à votre intégration ou l'intégration de collègues patients enseignants qui seraient réellement intégrés dans l'ingénierie de formation et qui va jusqu'à, effectivement, dans l'ingénierie pédagogique, jusqu'à l'évaluation? Madame Dex et Alexandre Berkès, et puis de glisser tout doucement vers la conclusion.